Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. Alors, nous allons aujourd'hui être en compagnie d'un invité qui a l'habitude d'observer le monde avec des lunettes européennes. L'inverse est aussi vrai, hein. Pierre Vimont, bonjour. Bonjour. Puisque je rappelle que vous étiez le patron du service européen d'action extérieure, donc de la diplomatie européenne qui aujourd'hui est bien installée dans le monde, s'est développée, et puis que vous avez officié aussi au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous êtes chercheur à Carnegie Europe, en particulier sur les questions migratoires. Et c'est vrai que vous avez été d'ailleurs l'envoyé de Donald Tusk pour un sommet UE-Afrique. Ces questions migratoires dont Donald Tusk a déclaré au G20 les capacités d'accueil de réfugiés, sans oublier de migrants clandestins, sont proches de leurs limites en Europe. C'est du réalisme, c'est le Polonais qui parle et qui joint le clan de l'Est qui est très très hostile aux réfugiés. Non, je crois que c'est du réalisme, parce que si vous regardez chez nous en France ce qui se passe à Calais, si vous regardez la situation actuellement en Grèce, où vous savez, puisqu'on a fermé cette route des Balkans, désormais les réfugiés qui arrivent de Turquie sont bloqués en Grèce, et pour ceux qui sont en situation irrégulière, on les renvoie ensuite en Turquie. Mais on voit bien que les centres d'accueil en Grèce sont en train d'être saturés aussi. Donc non, c'est du réalisme et ça prouve qu'il faut que les Européens aillent un peu plus loin aujourd'hui que les décisions qu'ils ont prises au Conseil européen de mars, qui étaient des décisions utiles, mais des décisions qui répondaient à des problèmes de court terme. Il faut maintenant aller plus loin. Il faut regarder le long terme et définir une vraie politique cohérente en matière d'immigration. Une politique à 27, je mentionnais ces propos du président du Conseil européen, mais à l'Est, on voit bien en effet qu'il y a des réticences très fortes pour le partage du fardeau. Il n'y a aucune volonté de prendre le moindre migrant, et certains ajoutent musulmans. Donc, véritablement, à 27, c'est compliqué de trouver la solution. C'est compliqué parce que je crois que les Européens, à 27 ou même à 28, encore aujourd'hui, puisque la Grande-Bretagne fait encore partie de l'Union européenne, ils ont un peu oublié l'idée de solidarité et qu'il fallait travailler ensemble. Et peut-être qu'on leur demande d'avaler un plat qui est trop lourd pour eux à l'heure actuelle. Et donc moi, mon sentiment, c'est qu'il faudrait découper ce plat en petits morceaux et essayer de régler les problèmes un à un. Il y a beaucoup de problèmes dans la question de l'immigration. Il y a la question d'un nouveau régime d'asile, il y a la question du contrôle aux frontières, la question de faire rentrer et revenir les réfugiés qui sont en situation irrégulière, les faire retourner dans leur pays de transit ou pays d'origine. Il y a la question de l'intégration sociale et la question d'une politique extérieure à l'égard des pays qui nous envoient ces réfugiés. C'est compliqué. En effet, on est tous d'accord, mais en prenant ces problèmes les uns après les autres, notamment celui du partage du fardeau dont vous parliez, on doit pouvoir arriver à quelque chose. Mais il faut en parler avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire pas partir dans des déclarations et des pétitions de principe en disant « moi je ne veux rien faire, je veux rester à l'écart de tout ça ». Oui, mais justement, le nationalisme, le populisme se porte bien. On l'a vu, par exemple, à propos d'Angela Merkel, celle qui a déclaré « Wir schaffen das », c'est-à-dire on peut y arriver. Eh bien, se retrouve aux dernières élections au Molenbourg-Poméranie. On voit que son parti, la CDU, est dépassé maintenant par son extrême droite, l'Alternative für Deutschland, qui est clairement xénophobe et qui prospère sur la crise des réfugiés. Madame Merkel subit la pression politique que déjà beaucoup d'autres pays subissent, et d'où l'attitude des uns et des autres face à ce populisme, parfois d'en rajouter dans la même veine. Et c'est inefficace politiquement. Et c'est inefficace politiquement, mais ça a deux conséquences. La première, c'est qu'au fond, tous ces pays n'ont pas envie de travailler ensemble, ils n'ont pas envie de solution européenne, ils ont envie de se débrouiller tout seuls, c'est-à-dire fermer les frontières et espérer que la vague va passer au-dessus de leur tête et aller ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont du coup pas envie de parler ensemble des vrais problèmes de fond pour voir comment les résoudre. Or ça, à mon avis, si on continue sur cette voie-là, on va aller dans le mur, parce qu'on ne va pas résoudre les problèmes et croire qu'on va pouvoir rester à l'écart d'une vague d'immigration
qui arrive de tous les côtés. Elle arrive à cause des crises politiques au Moyen-Orient, mais elle arrive aussi par le sud, à travers Les murs, l'Afrique. certains ont choisi de bâtir des murs. Oui, mais je crois que même les murs, vous savez, se révéleront inefficaces parce que les réfugiés ont des tas d'idées et les trafiquants savent aussi comment contourner les murs. Donc je pense, et je crois que beaucoup pensent, que la seule solution, c'est de travailler ensemble. Mais travailler ensemble de manière réaliste, pas de manière idéaliste en disant non, le monde, tout va s'arranger et nous sommes dans le meilleur des mondes. Non, c'est compliqué, on sait tous le problème des réfugiés et il faut tenir compte de ces vagues populistes, comme vous dites, ou en tout cas de ce ras-le-bol qu'on sent poindre dans tous les pays de l'Union européenne. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps, mais il faut essayer de les résoudre de manière très pratique et très technique. Alors cette question migratoire, elle était en fin de semaine, jeudi et vendredi, à l'agenda d'un sommet de l'Europe du Sud, à l'invitation d'Alexis Tsipras. Était présent la France, alors nous sommes un pays du Sud, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, Malte et Chypre. Alors regardons tout de suite ce qu'il est ressorti de ces débats de l'Europe du Sud. En maître de cérémonie, le gauchiste Alexis Tsipras. L'Europe du Sud était conviée à un mini-sommet vendredi à Athènes. Autour de la table, François Hollande, Matteo Renzi ainsi que les premiers ministres chypriotes et maltais. Manque à l'appel, Mariano Rajoy, pas encore investi, représenté par son secrétaire d'État. Ensemble, ils ont constaté que le Sud souffrait d'un fort taux de chômage et de la crise de la zone euro. La Grèce, endettée de 328 milliards d'euros, ne voit plus la fin des plans de sauvetage européens ni des cures d'austérité. Ces dernières années, nos pays ont été profondément blessés par la crise économique. François Hollande, lui, se verrait bien leader d'un clan social-démocrate. Il demande un doublement du plan Juncker et un regain de croissance. Pas vraiment à l'ordre du jour d'Angela Merkel et des pays du Nord rigoristes. L'enjeu, c'est la protection de nos frontières. Et aujourd'hui, ce sont les pays du Sud qui en assurent la garantie et qui doivent être donc aidés, renforcés pour justement permettre qu'il puisse y avoir le droit d'asile, mais qu'il puisse y avoir aussi un contrôle efficace de l'immigration. Les 7 du Sud vont donc désormais militer pour un partage du fardeau des réfugiés, trop lourd pour l'Italie et la Grèce. Face aux pays de l'Est, réticents, ils vont demander une solidarité logistique à travers les gardes-frontières européens, mais aussi financière. Prochaine étape pour porter leurs idées, le sommet de Bratislava le 16 septembre. Sur le fond, Pierre Vimont, est-ce que ça a un sens de réunir ces pays de l'Europe du Sud? Est-ce qu'ils ont quelque chose vraiment à décider ensemble, sachant que, par exemple, quand on parle de solidarité économique, puisque l'économie était un des points forts de ce sommet, eh bien, c'est plutôt le Nord qui paye. Oui, ils ont raison de se réunir. D'abord parce que c'est eux qui subissent le plus de plein fouet la vague des réfugiés et des immigrés qui arrivent. Italie, Grèce, Malte et quelques autres. Et donc qu'ils se réunissent pour mettre ensemble leurs problèmes me paraît une bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est un phénomène qui est en train d'apparaître à travers toute l'Union européenne et qui est peut-être la conséquence du fait qu'à 28 ou demain à 27, l'Union européenne est plus difficile à gérer qu'avant. Et les regroupements régionaux entre pays d'une même région pour préparer ensuite des réunions tous ensemble, c'est peut-être pas forcément une mauvaise méthode. Et on a parlé de cercles concentriques, là vous dites les regroupements régionaux pourra enfin dégager des majorités, oui, parce qu'on a du mal à prendre ce processus décisionnel à bras-le-corps. Oui, que ces groupes de pays réfléchissent ensemble à des problèmes qu'ils partagent en commun et qu'ensuite ils se rendent à Bruxelles pour tous ensemble essayer de voir comment les résoudre est pas mal. Ce sur quoi il faut faire attention, c'est que ces réunions régionales ne débouchent pas sur des positions très tranchées et qui bloquent tout ensuite. C'est qu'il faut se garder de la souplesse et de la flexibilité. Mais vous savez, ça fait un certain temps qu'on parlait de nécessité que les États membres, de temps en temps, se réunissent par région. Alors, Grèce, Italie, alors on ne veut pas donner de mauvaises nouvelles du tout depuis le Brexit, mais en attendant, ils vont toujours pas très bien économiquement. C'est toujours les deux grands hommes malades de l'Europe. À quel point d'ailleurs est-ce qu'il y a une rechute possible très grave dans les mois qui viennent ?
La difficulté pour tous ces pays, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, c'est que tout le monde attendait une croissance qui leur permettrait peu à peu de sortir des difficultés qu'ils ont. La croissance, c'est ce qui permet des rentrées fiscales, des rentrées d'impôts, c'est ce qui permet à travers la reprise de la productivité, de la production, d'améliorer les choses. Or, cette croissance se fait attendre. Et c'est à cause du Brexit, à cause du terrorisme, à cause de la conjoncture? Non, le Brexit, pour le moment, ce qu'il a créé, c'est une certaine incertitude et des investisseurs qui attendent, et ça, c'est pas forcément très bon. Mais je dirais qu'à très court terme, le résultat, pour le moment, les effets et les répercussions du Brexit ne se sont pas fait sentir de manière trop lourde. Mais il faut être extrêmement prudent à mesure que les mois avancent, qu'on voit bien que la négociation pour la sortie du Royaume-Uni va être extrêmement difficile et va être très longue. Il faut observer de très près l'évolution des marchés et surtout l'évolution des investisseurs et des investissements. Et donc, c'est vrai que ceci n'aide pas à redonner de l'optimisme au marché économique. Et c'est dangereux, bien évidemment. Il y a eu des manifestations, de grandes manifestations pour rester dans l'Union européenne du côté de la Grande-Bretagne. Mais pour l'instant, il est plutôt question d'un divorce sur 2 ans. C'est ce qu'a dit, répété, martelé Theresa May, la nouvelle première ministre. Est-ce qu'elle peut véritablement revenir en arrière en cours de route, notamment de ce divorce? Il y a encore des gens pour le croire. C'est une situation assez paradoxale et intéressante. Vous avez d'un côté le nouveau Premier ministre britannique, Madame Theresa May, qui répète tous les jours, elle a encore dit il y a quelques jours dans une interview à la BBC, le Brexit veut dire le Brexit et nous allons sortir. Nous allons négocier cette sortie au meilleur prix pour les intérêts britanniques, mais nous allons sortir. Et vous avez de l'autre côté 27 partenaires qui, tout en ayant entendu ça, continuent à espérer qu'on trouvera une solution qui permettra à la Grande-Bretagne de rester. Et bien évidemment, ça va compliquer la négociation. Je crois que l'intérêt de tous, du côté britannique comme du côté des 27, c'est de reconnaître que la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne et de travailler dans ce sens maintenant à travers la négociation dans le cadre du fameux article 50. On verra, ça va durer un certain temps et on verra si on arrive à se mettre d'accord sur un arrangement qui permet... Un arrangement très favorable pour la Grande-Bretagne non, très favorable à tout le monde, qui favorise, qui tient compte des intérêts britanniques, mais tient compte aussi et surtout des intérêts des 27. Parce que les 27, ils sont censés maintenant se remobiliser, relancer l'Europe. Au sommet de Bratislava, on a commencé à mentionner cette question de l'Est de l'Europe et justement, symboliquement, le 16 septembre, ces réunions à 27, justement pour le sursaut dans ce pays qui est dirigé par Robert Fico, un social-démocrate qui a redit à quel point il ne voulait pas de musulmans chez lui. Ça promet quand même, c'est pas des conditions idéales pour élaborer un nouveau projet européen emballant pour les citoyens. Il faut, là encore, prendre les problèmes les uns après les autres. C'est un sommet qui réfléchit de manière presque stratégique à la manière de continuer à avancer pour l'avenir de l'Union européenne et faire en sorte que l'Europe apparaisse moins faible qu'elle n'est à l'heure actuelle. Vous avez 2 voies possibles. Vous avez la voie des grandes déclarations et d'une réflexion sur le long terme, et vous avez une autre voie qui me semble a priori meilleure, qui est de prendre 4 ou 5 des problèmes que les Européens ont sur la table. Vous avez parlé des réfugiés et des immigrés. On peut parler aussi de la crise économique et comment essayer de relancer la croissance. Du chômage, on voit au G20 que l'Europe est un continent de chômage. Absolument. On peut parler aussi de la sécurité et de la défense. Comment est-ce que l'Europe peut peser davantage dans les grandes crises internationales à l'heure actuelle et prendre 3 ou 4 de ces dossiers, 3 ou 4 de ces chantiers et essayer là, très concrètement, de faire en sorte que l'Europe devienne un succès et devienne une réponse à ces problèmes. Avec les citoyens. Et c'est ça. Un peu désenchanté ou déboussolé au moins. Exactement. Et à mon avis, c'est plutôt sur ces chantiers-là qu'il faut essayer de travailler en veillant à ce que l'Europe apporte une vraie valeur ajoutée, mais ne cherche pas, comme trop souvent peut-être dans le passé, à être présente partout, dans tous les détails et essayer de vouloir tout régler.
À mon avis, ce dont l'Europe a besoin... La taille des pots d'échappement. Voilà. Ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est de 2-3 bons succès politiques pour montrer qu'elle repart dans le bon sens et qu'elle est capable, encore une fois, d'être une réponse aux problèmes qui se posent aujourd'hui aux citoyens. Alors, dans ce G20, les Américains ont aussi accusé l'Europe de protectionnisme, avec, vous le savez, une amende record de 13 milliards d'euros qui a été infligée à Apple par la Commission européenne, qui estimait qu'elle n'avait pas suffisamment, cette entreprise, cette multinationale, payé d'impôts en Irlande et qui lui demande donc de le repayer à l'Irlande qui elle-même n'est pas tout à fait favorable. Il s'agit de 5% pourtant du PIB irlandais, c'est une très grosse somme. Comment ça va se finir ? Je trouve que la Commission européenne a pris ce problème par le bon angle, qui est celui de la distorsion de concurrence et du fait que si chacun des États membres de l'Union européenne se met à offrir des cadeaux fiscaux de ce type aux investisseurs étrangers... C'est du dumping c'est fiscal. une forme de dumping. Et donc, ce que fait la Commission européenne au nom de la concurrence, c'est de dire les conditions d'une bonne concurrence entre les États membres ne sont plus respectées à l'heure actuelle. Il faut revenir dans les clous. Et ça, c'est, me semble-t-il, un point d'attaque sur ce dossier contre lequel il est assez difficile de s'opposer. Je sais bien que le Trésor américain prend l'affaire de haut et dit que c'est inacceptable, mais au fond, quand vous réfléchissez bien, même pour le Trésor américain, peut-être à terme, c'est plus intéressant de pouvoir récupérer une partie de ces plus-values qu'obtiennent les grandes sociétés américaines. Donc il me semble que c'est un angle d'attaque qu'il est difficile de repousser. Merci en tout cas d'avoir avancé sur ces thématiques en notre compagnie, Pierre Vimont. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations. À très bientôt.